Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer dans quelle mesure le conflit entre la Russie et l'Ukraine constitue la première cyberguerre de l'humanité. On le sait malheureusement tous, la guerre fait rage depuis le 24 février dernier. Et à travers les images et les informations qui nous parviennent chaque jour, nous sommes tous les spectateurs impliqués de près ou de loin dans un conflit qui, au-delà de se jouer sur le terrain, se joue également sur le plan numérique et à l'échelle internationale. Le numérique pour tous, spécial conflit Ukraine-Russie, premier cyberguerre de l'humanité, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour mieux comprendre la guerre numérique qu'il est en train de se jouer dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, j'ai le plaisir d'accueillir un expert de la propagande et de la manipulation. Il est l'auteur de plusieurs livres à succès, David Collomb. Bonjour. Bonjour. David, vous êtes professeur agrégé d'histoire à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste de l'histoire de la propagande contemporaine. Et l'une de vos dernières publications est Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse aux éditions Talendier. Et avant de commencer, et comme votre dernier livre nous présente une vingtaine de personnalités expertes en l'art de manipuler, j'aimerais connaître la définition et les composantes de la manipulation, David. La manipulation consiste à agir à l'insu des individus sur leur conduite, sur leur comportement, sur leurs attitudes. Il s'agit de nous convaincre de voter ou de ne pas voter, de nous faire vacciner ou de ne pas nous faire vacciner, de cliquer ou non sur un lien sur Internet. Alors, vous avez analysé à travers votre livre les grands manipulateurs. Alors, on trouve aussi bien Walt Disney, ça peut sembler étonnant, que Mark Zuckerberg, que vous qualifiez de manipulateur de masse. Est-ce que le numérique a accéléré un phénomène qui est quelque part intemporel ? Vous avez raison de souligner le fait que l'art de la persuasion et de la manipulation est intemporel. Il est aussi vieux que l'humanité. Mais il est vrai également que les outils numériques permettent désormais d'agir de façon massive sur les conduites des individus. On est passé d'une persuasion et d'une manipulation interpersonnelle à une forme de manipulation de masse individualisée. Alors, avec Internet, la guerre de l'information a pris vraiment une autre dimension. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les ingrédients, si on peut les appeler comme ça, ou les outils de la manipulation numérique ? La cyberguerre de l'information se déroule sur toutes les strates de l'écosystème numérique, aussi bien sur les infrastructures, sur les câbles, aussi bien sur les langages informatiques, les protocoles, les codes, mais aussi les plateformes et les applications, que sur le champ cognitif, c'est-à-dire les contenus qui sont diffusés. Il s'agit d'une part d'influencer sa propre population dans un espace numérique défini pour protéger en quelque sorte la population d'ingérences étrangères, et il s'agit aussi d'agir sur l'espace informationnel de l'ennemi pour le perturber et semer la confusion. Alors on peut dire quelque part que les algorithmes ce sont des nouvelles armes qui sont utilisées à des fins politiques. Vous auriez quelques exemples à nous partager pour montrer que inconsciemment quelque part chacun de nous peut être la victime de ces algorithmes ? Je vais prendre un exemple qui me paraît extrêmement parlant, c'est l'exemple du Brexit. Lorsque la campagne du Leave, avec l'aide d'une filiale de Cambridge Analytica qui s'appelait Aggregate IQ, a conçu une campagne numérique sur Facebook à travers des publicités micro-ciblées qui n'étaient vues que de leur cible et qui consistait en la diffusion de nombreuses images relatives à l'immigration avec pour objectif de générer de la colère et d'encourager les individus cibles à réagir de façon punitive à l'encontre des institutions européennes. Donc on exacerbait quelque part un sentiment en leur diffusant des images qui étaient un peu contraires à leur valeur pour attiser. C'était des personnes effectivement qui n'étaient pas traditionnellement républicaines, mais à qui l'immigration était présentée comme la source de tous les maux et de tous leurs problèmes, de sorte de les encourager à agir. Alors quand on parle de manipulation, on pense également à la notion de complot. C'est un mot d'ailleurs que l'on entend de plus en plus, les théories du complot. Mais qui sont quelque part ces personnes qui acceptent d'être manipulées et qui acceptent d'entendre que la Terre est plate, par exemple ? Il faut d'abord dire que les théories du complot ont depuis très longtemps été instrumentalisées à des fins de propagande. La Russie soviétique, par exemple, à travers le KGB, s'est fait une spécialité de la création de toutes pièces de théories du complot. Je songe, par exemple, à cette théorie selon laquelle les États-Unis auraient créé en laboratoire le virus du sida avant de l'inoculer aux populations africaines subsahariennes. Aujourd'hui, ce qui est très nouveau avec les outils numériques, c'est que les propagandistes russes
comme les autres, ont la possibilité d'analyser de façon prédictive la capacité des individus à croire dans les théories du complot. De sorte que le ciblage est un ciblage désormais qui repose sur une segmentation psychologique pour encourager la diffusion de ces théories. Vous voulez dire qu'il y a tout un marketing avec un process en fait qui fait qu'on ne diffuse pas de l'information comme ça, c'est pas aléatoire, c'est vraiment étudié. Il y a un process très étudié qui existe depuis longtemps dans le cadre de la guerre psychologique, qui a été appliqué à la sphère civile par Cambridge Analytica, qui s'est fait une spécialité précisément de l'analyse prédictive pour identifier les personnalités fragiles, pour les encourager à rejoindre des groupes Facebook, pour les y propagander et les y manipuler, avant de les conduire à s'engager, soit politiquement, soit parfois dans la rue. Alors on en vient à notre sujet, qui est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dans quelle mesure pour vous, cette guerre, ce conflit est vraiment un territoire qui rassemble tous les éléments de la manipulation, dont on peut être quelque part victime aussi, Je dois dire d'abord que toute guerre est propice à la propagande et à la manipulation. Tous les belligérants ils ont recours à la désinformation. En revanche, il est certain que cette guerre est très intéressante pour nous parce qu'elle est la première guerre de cette ampleur à se dérouler dans l'environnement numérique que nous connaissons. Or, dans cet environnement, on constate que des techniques qui pouvaient marcher jadis ne marchent pas. La désinformation, la manipulation ne suffisent pas à remporter la guerre. Prenons un exemple. Au début du conflit en février, la Russie a diffusé la fausse information selon laquelle le président Zelensky avait quitté Kiev pour, en quelque sorte, déstabiliser l'opinion publique et les soldats ukrainiens. Il a suffi au président Zelensky de se présenter dans les rues de Kiev, de se filmer et de diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux pour tuer dans l'œuf, en quelque sorte, cette opération de déstabilisation. Et toutes donc ces déstabilisations, elles se sont multipliées en Russie, et notamment venant de Moscou, mais c'est une stratégie qui n'est pas propre à la Russie. On le voit sur plusieurs conflits géopolitiques. C'est quelque chose qui existe de manière universelle. En fait, les codes de la guerre, les codes de la propagande de guerre ont depuis longtemps été élaborés et il y a en quelque sorte un transfert de technologie et de savoir-faire en la matière qui conduit à la généralisation de l'intégration dans les doctrines militaires de la dimension cyber-informationnelle. La cyberguerre est un élément essentiel désormais. La propagande a le même rôle que les missiles. Alors vous parliez tout à l'heure du président Zelensky, justement, donc à l'ère des réseaux sociaux, la guerre est évidemment, comme vous le dites, une guerre de l'information, et il semble que le président s'est quand même fait bien accompagner des réseaux sociaux pour être élu. Est-ce qu'on peut dire que c'est une dimension qui doit être intégrée maintenant dans les campagnes pour orienter, ou est-ce qu'on est quand même dans une objectivité et les règles sont claires ? Alors, cette dimension est incontournable. On ne peut pas faire campagne politique sans recourir aux réseaux sociaux, ne serait-ce que parce que Facebook, pour le citer, a de très nombreux utilisateurs en France. Ensuite, la manière dont se déroulent les campagnes est très différente selon que vous avez recours à des publicités qui sont en quelque sorte publiques ou à des publicités qui ne sont vues que par leur cible. Il y a une forme d'opacité dans la manière dont les campagnes sont aujourd'hui menées sur les réseaux sociaux et c'est, à mes yeux, un problème démocratique assez important. Alors, vous évoquiez les cyberattaques qui se multiplient et qui représentent vraiment un enjeu de défense significatif quand on en vient à couper l'Internet d'un pays. Vous avez des cas que vous pourriez nous partager où justement cette arme de guerre a été utilisée ? Il y a eu de très nombreux exemples depuis la première grande attaque qui a visé l'Estonie en 2007. Mais à mes yeux, le plus important n'est pas tant les exemples du passé que les guerres en préparation. La semaine dernière, au Forum international de la cybersécurité à Lille, de nombreux spécialistes de cybersécurité ont alerté sur le fait que des cyberattaquants étatiques avaient pour objectif d'organiser des campagnes de grande ampleur pour détruire des systèmes ou porter atteinte à leur fonctionnement, ce qui représente un enjeu extrêmement grave et extrêmement important, tant sur le plan économique que sur celui de la défense nationale. Très clair. Alors, David, en 2010, si on prend cet exemple également, les médias ont relaté la création et l'installation d'un virus par les services secrets américains dans le but de ralentir le programme nucléaire iranien. Donc ça fascine le grand public, bien évidemment. Ça inspire même des séries comme le Bureau des légendes. Est-ce qu'on doit vivre avec la manipulation ou est-ce qu'on doit se résigner? Est-ce qu'on doit créer dans le ministère du numérique peut-être des instances ou au niveau du ministère de la Défense qui vont avoir une vigilance? Comment vous voyez l'avenir par rapport à ces tendances?
La manipulation est inhérente à tout système d'information numérique dans la mesure où les pages web, comme les publicités, ont pour objet d'agir sur nos conduites et nos comportements. Maintenant, il y a des limites à poser à ce qui est possible de faire pour les propagandistes et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous résigner en encourageant nos dirigeants à apporter ces limites, notamment à travers le Digital Service Act à l'échelle européenne ou le règlement général sur l'intelligence artificielle. Maintenant, à l'échelle individuelle, il faut aussi prendre en compte le fait que nous devons veiller à ce que les objets numériques restent des outils et que nous ne devenions pas les outils de nos objets numériques. Autrement dit, il faut en quelque sorte appréhender les outils numériques avec une certaine écologie, savoir ne pas s'en servir. Vous auriez une recommandation justement au quotidien par rapport à tout ce qu'on peut lire et qui défile sous nos yeux pour maintenir un regard critique et ne pas subir quelque part des images qui vont nous manipuler? Il y a quelques semaines, j'ai éteint mon portable pendant toute une journée. Une détox quoi. C'est hardcore. Hein. J'ai essayé de vivre une journée entière sans GPS pour aller d'un rendez-vous à un autre et j'ai connu une expérience tout à fait intéressante. J'ai parlé à des gens dans la rue, ce que je n'avais plus fait depuis des décennies. Intéressant, et vous verrez que notre prochain invité fait aussi des digital detox régulières, mais on va en parler. Merci David de nous avoir permis de mieux comprendre une triste réalité dont nous sommes tous les spectateurs, mais pas seulement. Et avec notre prochain invité, justement, nous allons découvrir comment les acteurs du numérique influencent également nos comportements. Tout de suite, c'est dans Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir un expert qui est très familier du numérique pour tous, Denis Malingro, qui est expert en e-réputation et en numérique et qui va également nous partager son éclairage sur ce premier cyberconflit de l'humanité. Alors Denis, bonjour. David évoquait dans cette première partie d'émission les techniques de manipulation, la propagande, le complot. Et si on se place du côté des citoyens que nous sommes, j'ai envie de vous demander dans quelle mesure les réseaux sociaux et les messageries que nous utilisons au quotidien nous permettent à notre insu de contribuer à cette guerre qui fait rage entre la Russie et l'Ukraine. Bonjour Vanessa. En effet, comme ça a été évoqué par David, les réseaux sociaux sont absolument centraux, c'est une évidence de le rappeler, mais quand on regarde les chiffres, si on prend la messagerie Telegram, par exemple, sur une période d'1 mois, elle a doublé son nombre d'utilisateurs dans la simple Ukraine. Plus d'1 million d'utilisateurs avec, en moyenne, 500 000 sur une période à peu près similaire. Donc, l'outil de communication par les messageries, en particulier Telegram pour la Russie et l'Ukraine, WhatsApp, dans une certaine mesure, également en Russie, des intérêts complexes sont ici en jeu, sont vraiment centraux pour la communication. Le président Zelensky lui-même a développé une audience au-delà du 1,5 million d'abonnés actuellement sur Telegram et dans cette logique de communication directe avec les citoyens. Mais sur le terrain, ce qui est intéressant, si nous prenons un exemple concret avec Snapchat par exemple, c'est de voir comment les citoyens vont justement utiliser un système comme la carte, ce qu'on appelle la Snap Map, pour se partager des vidéos, des photos et pouvoir identifier des positions russes en mouvement. Il faut savoir que l'entreprise Snapchat, ou Snap Inc., selon le nom qu'on lui donne, a dû désactiver sa fonction de détection dite thermique, qui montre la concentration dans une zone géographique donnée du nombre de snaps qui sont partagés par certains citoyens pour éviter justement ces dérives. On a vu, le gouvernement ukrainien appeler les citoyens à créer eux-mêmes des cocktails Molotov et à ne pas hésiter, coûte que coûte, à se défendre contre les Russes. Donc il y a un peu ce jeu complexe où on va utiliser les capacités de géolocalisation, Snapchat, on aurait pu parler de Google Maps, qui a permis de montrer les mouvements de citoyens auprès de l'armée russe pour voir comment ces populations se déplacent. Donc il y a des enjeux là très complexes qui ont amené à poser certains choix. Dans le cas de Snapchat et dans le cas de Google. Oui, j'allais vous poser la question parce que c'est une position politique quelque part de diffuser cette information ou pas et de coopérer ou non. Et donc ils ont décidé assez rapidement d'ailleurs, début mars dans le cas de Snapchat et je pense un peu plus tard dans le cadre de Google, de désactiver complètement pour le territoire ukrainien à ma connaissance, sur la Russie je ne sais pas, ces fonctionnalités pour éviter justement des dérives de type encourager un citoyen à poser un acte qui évidemment peut coûter... Pas de position politique effectivement. Voilà. Oui et non. Oui et non. On sait évidemment que Google est engagé sur l'Ukraine, ça n'est pas une surprise de le dire. Néanmoins, petite précision, il faut savoir que Vladimir Poutine a récemment sorti une liste qui bannit à vie
1000 personnalités, dont Mark Zuckerberg par exemple. Et on voit que malgré le fait que le gouvernement de Vladimir Poutine accuse Google de contribuer à une forme de russophobie, malgré tout, en particulier via YouTube, on en parlait via l'information, les services de Google restent accessibles actuellement en Russie parce qu'il y a des intérêts économiques liés à l'imbrication, je dirais, de YouTube et de Google dans le quotidien des Russes qui ne permet pas, comme WhatsApp d'ailleurs, de le bloquer dans le pays. Alors Denis, on parlait de cyberattaque dans la première partie de cette émission, c'est-à-dire l'intrusion de virus dans un système informatique, et c'est l'un des modes opératoires qui a sévi ces dernières semaines de la part des puissances belligérantes. Vous pourriez nous rappeler un peu quelques cyberattaques emblématiques qui ont sévi ces dernières années, et en quoi elles ont consisté, que ce soit sur Terre ou dans l'espace apparemment? Prenons le sujet du jour. Je pense qu'il y a des cas très concrets, très intéressants. Une attaque très classique, c'est ce qu'on va appeler le déni de service distribué. On envoie un maximum de connexions sur un système, sur un ordinateur pour faire planter, sur un site, pour être précis, pour le faire planter. On a d'ailleurs vu cet usage couplé à un système je dirais, d'approche basée sur la psychologie. Ça a été évoqué par Monsieur Coulon avant, où on a vu dans un certain nombre de banques et d'institutions ukrainiennes des messages apparaître en disant « Ayez peur, le pire est à venir » pour essayer de décourager la résistance. Donc on a ce type d'attaque informatique à des fins psychologiques. On a des attaques informatiques de type destructrice, le recours à des cyberarmes. Alors concrètement, 2 exemples. On va avoir ce qu'on appelle l'effaceur, le wiper en anglais. On a retrouvé en Russie, mais également en Lettonie, en Lituanie, ce qui pose la question de l'extension. Un outil qui s'appelle Emetica Wiper et qui va donc supprimer à l'intérieur des machines infectées tout le contenu des ordinateurs, donc des données stratégiques. Un autre outil, pour ne citer que 2 cyberarmes, ça va être un système qu'on va appeler, qui est un système qui va faire sauter ce qu'on appelle le pare-feu. Le pare-feu, c'est ce qui permet de protéger d'une certaine manière votre connexion Internet pour éviter la fraude, l'usurpation d'identité. Eh ben, on a un outil qui s'appelle Cyclops Blink, si vos auditeurs veulent chercher, qui a été donc faire sauter un certain nombre de pare-feux dans des ordinateurs en Ukraine pour justement pouvoir détruire des données ou en récupérer. Alors, vous n'avez pas le sentiment, Denis, que le recours à des cyberattaques, c'est quelque part un débordement hors du terrain de guerre? On est à quelle jurisprudence étions assujettis et dans quel cours on joue, quoi? C'est une vraie question. Monsieur Coulon parlait tantôt de l'importance davantage de regarder de ce qui peut advenir plutôt que ce qui fut. Aujourd'hui, très concrètement, une cyberattaque, on le sait, les données circulent sur Internet comme les bateaux sur la mer. Il n'y a pas de frontière tangible, c'est transnational. Et donc, il y a un vrai risque qu'une cyberattaque massive, comme ça a été le cas en 2017 avec NotPetya en Ukraine, qui a contaminé, je dirais, 150 pays, ou à peu près, un vrai risque de pouvoir déborder des frontières et, pour prendre un cas très pratique, pouvoir poser des problèmes d'un point de vue, par exemple, de l'article 5 de la charte de l'OTAN. Quid de cet article qui stipule, à ma connaissance, à vérifier avec les spécialistes sur la matière, que dès le moment où un pays de l'Alliance est attaqué, c'est considéré comme une attaque sur l'ensemble de l'Alliance. Donc, et aujourd'hui, c'est pris en considération, justement C'est une réflexion qui, en tout cas, a tourné dans les cercles de réflexion aux États-Unis et qui, à ma connaissance, aujourd'hui, n'a pas de réponse claire. Manifestement, Hermetica Wiper, l'exemple que je vous ai cité, ayant été repéré en Lituanie et en Lettonie, à ma connaissance, l'un des deux ou les deux sont bien dans le temps. Il n'y a pas eu de représailles, en tout cas, comme on peut le craindre. Parce qu'on est quand même bien, rappelons-le, face à une guerre, plus qu'une guerre russo-ukrainienne, c'est une guerre russo-américaine, russo-otanienne, voire russo-occidentale. Les frontières géographiques, effectivement, n'existent plus. C'est des puissances nucléaires qui, évidemment, sont concernés en tant que belligérants. Tout à fait. Vous avez évoqué, Denis, les différentes typologies de cyberattaques. Celle la plus fréquente, c'est, si vous en aviez une, malheureusement, à classer en premier, c'est... Alors, je n'ai pas les chiffres sous la main, mais empiriquement, je dirais, le déni de service revient souvent, mais l'une des attaques les plus fréquentes, c'est typiquement ce qu'on va appeler l'attaque par rançon logiciel, qui est un mot valise de rançon et logiciel. Donc un terrorisme numérique. On bloque tout dans une machine, cadenas virtuel, et ensuite on demande une rançon, souvent en bitcoin, typiquement, pour pouvoir obtenir gain de cause. Et c'est un vrai sujet.
Je pourrais vous donner 2 exemples récents, un en Belgique, la Belgique voisine. Votre pays. Exactement, qui aime la France, sauf en football peut-être, mais c'est un autre sujet. Sujet. Le mois dernier, Vivalia, qui est un groupe dans la province du Luxembourg en Belgique, un groupe de santé, a subi une attaque de rançongiciel qui a touché 200 serveurs, 1500 hôpitaux, donc annulation d'examens, de consultations, d'opérations, et qui exigeait une rançon. On ne sait pas si elle a été payée. Par contre, on sait, pour prendre un deuxième exemple et m'arrêter sur celui-là, aux États-Unis, l'année dernière, un oléoduc a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a été victime d'une attaque de cette nature, ce qui a posé problème en termes d'approvisionnement d'énergie au niveau du sud-est des États-Unis. Ils ont, là on le sait, de notoriété publique, accepté de payer une rançon de 4,4 millions de dollars de mémoire. Alors vous parlez de rançongiciel, mais il y a une actualité dont on parle peu, on en entend peu parler. Il s'agit du Costa Rica, qui subit depuis la mi-avril une cyberattaque hyper offensive. Et justement, le Costa Rica est le premier pays au monde à avoir déclaré l'état d'urgence en réponse à ce qui est qualifié de cyberterrorisme par le gouvernement. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? C'est en effet un cas très intéressant, ce qu'il se passe actuellement au Costa Rica depuis à peu près 2 mois. C'est qu'on est de nouveau sur une attaque de type rançongiciel, alors dans une mesure assez limitée. C'est un groupe assez connu qui s'appelle le groupe Conti. C'est le groupe de rançongiciel le plus important au monde, ou c'était, parce qu'ils viennent de subir eux-mêmes, en ayant pris position pour la Russie, une forte un hack important. Mais pour l'année 2021, par exemple, Conti a réussi à extorquer quelques 150 millions de dollars. Donc, ils ont la réputation internationale, on va dire, d'être un peu la référence. Et donc, ils ont attaqué le Costa Rica, qui, pour la petite histoire, est dans une période particulière parce qu'elle vient d'avoir une transition au niveau de la présidence, avec l'arrivée d'un nouveau président. Et ce qui est intéressant avec ce cas, c'est donc rançongiciel classique, 10 millions d'abord, refus, 20 millions de dollars ensuite, donc pas très important. Mais par contre, déjà plus d'un demi-milliard de coûts pour un pays de 5 millions d'habitants. Donc ça, c'est cher. Et ce qui est intéressant par rapport à notre sujet du jour, c'est qu'il faut savoir que le Costa Rica est un peu considéré comme la Suisse d'Amérique centrale. Et ce pays a également pris une position à l'égard un soutien à l'égard de l'Ukraine. Et donc on peut penser, sans avoir de conviction, ce sont des hypothèses, que peut-être il y a là une forme de représailles. Conti, eux-mêmes, le groupe, affirme dans leurs écrits adressés au gouvernement qu'ils considèrent cette attaque comme une forme de démo. Je reprends leur terme, c'est une démo, potentiellement pour pouvoir poser des attaques de beaucoup plus grandes ampleurs. Donc c'est un sujet, je pense, sérieux. Au moment où on se parle, la dernière velléité de ce groupe, affirmée, assumée, c'est de vouloir renverser le nouveau gouvernement du Costa Rica par le cyber. J'allais vous le demander, justement, la répercussion sur la vie des citoyens, justement, on peut prévoir un coup d'État numérique quelque part. Alors, typiquement, oui, mais on pourrait même élargir, parce qu'on parle quand même d'attaques qui finalement, on se dit, bon, des données qui fuitent, un hôpital à l'arrêt un jour, le groupe de viande, le premier groupe mondial de viande, JBS au Brésil, hacké il y a 1 an, je crois, qui lui aussi met tous ses salariés en Australie pendant 1 jour au chômage. Mais ça peut être concrètement beaucoup plus sérieux. Je vous donne un exemple qui a attiré mon attention et qui n'est pas si vieux que cela, je crois que c'était au mois de mai 2021, dans une ville en Floride. Un groupe de cybercriminels a réussi à faire une intrusion dans le système de gestion des eaux, donc de distribution d'eau potable auprès de la population dans une ville de Floride. Ils ont, après avoir réalisé cette intrusion, augmenté le taux de soude caustique, pour pouvoir potentiellement empoisonner l'entièreté des personnes recevant de l'eau potable à la maison. Ce petit fait, c'est pas une grande ville de Floride, je n'ai plus le nom en tête, a fait pas mal parler dans la presse américaine parce qu'elle pose des questions beaucoup plus sérieuses sur quid demain de cyberattaques majeures sur ce qu'on appelle des infrastructures critiques. Quel impact potentiellement mortel ça peut avoir sur la population? Fondamentalement, mon sentiment, c'est qu'un jour ou l'autre, je le crains, nous aurons une forme de 11 septembre des données. Nous n'avons pas encore aujourd'hui, selon moi, le niveau de maturité numérique suffisant que pour comprendre l'enjeu réel de la protection des données et en particulier de la protection de données de type critique. J'espère que le futur me donnera tort, mais je pense qu'il y a des enjeux là très concrets. Alors, vous avez devancé ma question, parce qu'à l'heure où on s'interroge sur le port d'armes, notamment aux États-Unis, est-ce qu'on peut considérer que nos téléphones mobiles, quelque part, peuvent devenir des engins très dangereux ? Alors, typiquement, oui, mais on pourrait même élargir, parce qu'on parle quand même d'attaques qui finalement, on se dit, bon, des données qui fuitent, un hôpital à l'arrêt un jour, le groupe de viande, je crois, qui lui aussi met tous ses salariés en Australie pendant 1 jour au chômage. Mais ça peut être concrètement,
Je dirais qu'il y a deux angles, deux réponses possibles. La première, finalement, je pourrais reprendre le fil des quelques exemples que j'ai cités, mais on pourrait aller à un niveau, je dirais, supérieur, philosophique, voire même métaphysique, en considérant que finalement, toutes ces technologies, elles décuplent notre capacité à faire. Ce qui implique qu'elles décuplent notre capacité à faire le bien, tout autant qu'elle décuple notre capacité à faire le mal. Le regretté Bernard Stiegler, le philosophe, disait que la technologie, fondamentalement, est un pharmacone. Mot grec qui dit poison et remède en même temps. Donc comment on gère cet équilibre ? C'est une question ouverte. Merci Denis de nous avoir permis de prendre un peu de hauteur et d'avoir une approche philosophique, on va dire, de réseau auquel nous sommes confrontés tous les jours. Merci également à David Colomb, dont je rappelle le titre du livre, Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse aux éditions Talendier. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.